cette deuxième partie de journée où nous allons parler transport. Comment le transport passe au mode électrique? Nous avons 3 invités en plateau et nous en avons une autre, Audrey Miclard de la société Kiloutou, qui est avec nous à distance. Elle n'a pas pu malheureusement être là, mais elle sera avec nous en visio. Alors, autour de moi, j'ai Laurent Chognard. Vous êtes président de la société Quadrative. Oui, bonjour. Clément Friderici, directeur général de Transport Friderici. Bonjour. Bonjour. Et Philippe de Montex, vous êtes délégué régional à la FNTR, la Fédération nationale des transports routiers. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout d'abord avec vous, Clément, sur le transport. Vous avez pris un virage. Aujourd'hui, dans le levage et le transport exceptionnel, vous êtes lancé dans l'aventure de l'électrique. Racontez-nous tout. Bon, nous, on est une entreprise familiale de transporteurs depuis 5 générations. Et puis, en 2021, j'ai un client qui m'a demandé si on était capable de réaliser des transports zéro CO2. Et puis, on lui a répondu oui. Et après, on a cherché des solutions. Comment? Oui, on a cherché des solutions, puis on est tombé sur une société suisse de Winterthur, une start-up qui avait électrifié déjà quelques véhicules, plutôt des bennes à ordures ménagères. Et dans la discussion, ils nous ont dit, oui, bon, ce que vous demandez, c'est 500 km d'autonomie, c'est 40 tonnes pour rouler tous les jours. C'est un peu compliqué, on n'a jamais fait. Mais bon, on a bien ce projet qui traîne là, mais personne ne veut y aller. Et puis là, on lui a dit, bah, écoutez, on va peut-être réfléchir. On a fait des calculs, on a regardé si c'était faisable, et puis on s'est lancé. Et alors, aujourd'hui, vous avez donc avec cette start-up développé une vraie solution. D'ailleurs, cette solution est sur le salon, juste en face de nous, en face du plateau télé. On voit le camion 100% électrique. Donc, c'est un camion sur batterie à 100%. Aujourd'hui, cette start-up, sa mission, ça a vraiment été de la conception de A jusqu'à Z. Alors, la start-up, elle voulait électrifier le transport. Et puis nous, on cherchait quelqu'un qui soit capable de nous accompagner là-dedans. Et donc, quand nous on est arrivés, ils étaient encore indépendants. Ils s'appelaient Futuricom. Et puis, dans le courant de la réalisation de notre projet, ils ont passé à 60% en main de Volvo. Et donc, pour nous, on s'est dit, ok, on a misé sur le bon cheval. Ce camion-là, aujourd'hui, depuis 2021, il travaille tous les jours. Il a fait plus de 140 000 kilomètres. Donc là, c'est 4 jours de vacances ici au salon. Et donc, le poids du camion et puis aussi son autonomie, parce que tout à l'heure, vous parliez de 500 km. Aujourd'hui, en électrique, on arrive à les atteindre ou pas? Alors, on arrive à les atteindre quand il fait beau, quand on a un chauffeur qui a vraiment envie. C'est vraiment, il y a quand même quelques conditions à remplir. On part sans hésiter avec 450 km d'autonomie, hiver comme été, avec du vent, avec de la pluie et à 40 tonnes. Et donc, nous, on a un camion, le tracteur lui-même pèse 14 tonnes, ce qui fait que grâce à 2 dérogations suisses, sur le territoire helvétique, on est capable de rouler avec, en fait, 1 tonne de plus au véhicule tracteur et 1 tonne de plus à la remorque. Et avec une solution sur la semi-remorque un petit peu innovante, on a réussi à garder la charge utile habituelle. Alors, le plus gros challenge, ça a été quoi? Ça a été forcément le kilomètre, enfin, l'autonomie du véhicule? Bon, l'autonomie, en fait, c'était un challenge, c'était posé dans la donnée de base du problème. Après, il fallait trouver un client qui soit d'accord de marcher avec nous, parce que tout seul, on pouvait pas le faire. La deuxième chose, c'était croire les ingénieurs qui nous disaient que ça allait marcher. Puis en fait, ça a marché. Hein. Quel est le rythme pour le chauffeur? Tout à l'heure, vous avez parlé est-ce que le chauffeur a envie de bien conduire finalement ce camion, parce que c'est pas forcément la même conduite qu'un thermique. Quelles sont les habitudes qu'il va falloir prendre ou qu'il faut prendre pour que le chauffeur puisse atteindre l'autonomie souhaitée? Ce qui est très satisfaisant dans ce camion, par exemple, c'est quand vous êtes en descente, vous êtes à 40 tonnes et sur un camion normal, vous avez un retardeur ou bien du frein moteur et vous cherchez à dissiper l'énergie et donc à dissiper la chaleur que vous créez en freinant. Ici, on va pas avoir de chaleur, on va avoir de l'électricité. Donc, si le chauffeur il se prend au jeu, il arrive à augmenter en fait l'autonomie du véhicule. Et c'est aussi intéressant de voir. Je sais pas si j'ai le temps de raconter une anecdote, mais le chauffeur un jour, dans les premières tournées, m'appelle et me dit Clément, je crois qu'on va pas réussir à finir la tournée. On était un peu limite et puis je lui dis c'est quelle heure là? C'est midi. Bon écoute, tu roules entre midi et 2 sur les autoroutes en Suisse, c'est un petit peu moins chargé. Tu te mets à 60 à l'heure. Et puis tu te mets à 60 à l'heure sur 60 km à peu près.
Et en fait, il m'a pas rappelé. Parce que, en fait, du moment que vous réussissez à économiser un petit peu, à diminuer votre vitesse, le moteur électrique est tellement efficient que rapidement vous augmentez votre autonomie. Et donc, voilà, il y a 2-3 petits trucs comme ça qu'il faut apprendre. Ouais, c'est une Faut nouvelle jouer pratique avec. en fait. Ouais. Oui. Ouais, c'est toujours stressant au démarrage, mais on cherche des astuces. Et aujourd'hui, comment vous faites pour recharger? Alors, la Suisse, c'est pas le même territoire que la France, c'est peut-être différent en termes de bornes de recharge, mais comment vous fonctionnez? Parce que c'est aussi un point important. Bon, quand on a commencé vraiment à travailler avec, on s'est pas posé la question de la recharge en cours de journée parce qu'on voulait travailler en aller-retour chez notre client. Et donc, normalement, quand tout se passe très bien, on charge que la nuit. Et, par contre, ça nous arrive d'aller plus loin, d'être un petit peu plus ambitieux des fois en kilométrage. Et donc, du coup, là, on trouve des solutions sur autoroute aujourd'hui, des bornes Unity. D'ailleurs, ce camion, il a chargé en venant sur une borne ici, en venant sur Beaune. Ok. Et alors votre client, on imagine, alors je ne sais pas si on peut le citer, mais en tout cas, votre client était-il prêt à payer plus cher? Donc, Et est-ce qu'il a payé beaucoup, beaucoup plus cher? Donc notre client, c'est la société Avesco Rent. Son patron, c'est Monsieur Albazini, Vincent Albazini, qui nous a challengé. Et donc au départ, bon, non, c'était difficile de faire passer quelque chose, mais on s'était fixé un objectif. C'était à peu près 15% de la cible habituelle, et on est dedans. On est dedans. Donc le challenge, il a été objectif atteint en termes d'autonomie et de budget par rapport au cahier des charges. Oui, 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 c'est un camion dont on est très content aujourd'hui. Et par rapport à l'usure du véhicule, qu'est-ce que ça implique pour vous? Ça change quoi? Bon, si je vous dis qu'on a changé 4 fois les moteurs, c'est un prototype au départ, donc on a eu quelques soucis au tout début, mais ce camion nous a jamais laissé au bord de la route. C'est-à-dire qu'on est toujours rentré, on a toujours terminé les semaines et on a changé les moteurs le samedi. Et quand on dit changer un moteur, normalement on pense 2 jours et demi pour un bon mécanicien, ou 2 jours en tout cas. Là, en 2 heures de temps, vous avez changé un moteur. Donc ça donne un petit peu l'idée en termes d'entretien. On voit bien que ça va être beaucoup plus simple. On a eu aussi une bonne surprise au niveau des pneumatiques. On a fait un premier train qui a fait 100 000 kilomètres. Ça semble fonctionner. Alors pourquoi le choix de l'électrique et pas celui du biocarburant? Alors bon, c'est transitoire, mais et pourquoi pas l'hydrogène? Bon, les premières pensées, elles étaient d'aller sur le biocarburant. C'était pas vraiment l'idée exacte de notre client. Il voulait quelque chose de plus révolutionnaire, ouais, de différent. L'hydrogène, on a pensé que ce serait la solution, et puis en fait on trouvait pas de tracteur, donc de véhicule dans cette configuration qui soit capable de nous donner ce dont on avait besoin. Et l'électrique s'est imposé en fait parce qu'a priori à ce moment-là ils étaient tout seuls à savoir nous servir. Donc là, la suite de l'électrique, ça poursuit chez vous? Nous, on en a 2 qui sont arrivés il y a 2 semaines, donc qui rentrent en service. Et puis, oui, on continue de travailler à ce développement-là. On n'est pas fermé du tout aux autres technologies. On s'est fixé un objectif qui est semblable à celui de la Confédération helvétique, c'est-à-dire en 2050, zéro CO2 d'émission, enfin zéro émission de CO2. Et on est certain qu'il va falloir garder les yeux ouverts pour trouver les bonnes solutions. Merci Clément. Merci à vous. Alors, je vous propose qu'on retrouve Audrey Miclar, qui est directrice du développement durable au sein de la société Kiloutou. Kiloutou est le 3e loueur européen et acteur majeur de la location de matériel en France. Est-ce que Audrey, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonjour Audrey. Bonjour, enchantée d'être parmi vous. Désolée de ne pas pouvoir être là physiquement, mais vraiment ravie de participer à cette belle table ronde. En tout cas, merci d'être là. Comment vous abordez la transition énergétique au sein de Kiloutou et comment, et si on peut parler de votre bilan carbone en préambule? Alors, chez Kiloutou, effectivement, on est loueur de matériel et nos matériels, on doit les acheminer évidemment sur les chantiers. Donc, quand on parle de matériel, on peut parler d'outillage, mais surtout, on va parler de matériel de terrassement et d'élévation. Donc, on voit tout de suite que pour faire ça, il nous faut effectivement avoir une flotte de transport. Et là, on a une très bonne nouvelle puisqu'on accueille et on va pouvoir mettre en service, grâce à notre partenariat avec Volvo, le premier 32 tonnes électrique, justement pour pouvoir alimenter les chantiers avec les matériels. Donc, pour répondre vraiment à votre question sur la partie bilan carbone, donc évidemment, on a un bilan carbone avec des émissions indirectes très liées
au matériel. Hein. C'est la grande majorité, c'est 2/3 de nos émissions qui sont liées au matériel, soit pour le fabriquer, soit pour l'utiliser sur les chantiers. Donc, c'est le premier poste d'émissions de CO2. Mais si on regarde que nos émissions directes, là, on va vite se rendre compte qu'on a une priorité qui est le transport, puisque le transport représente 80% de nos émissions directes de CO2. Et si je regarde que le poids lourd, si nous regardons que le poids lourd, on est à 60% de nos émissions de CO2 directes. Donc, c'est vraiment la priorité de la priorité. Donc le premier levier de décarbonation, votre transport. Alors concrètement, comment vous agissez pour répondre à ces problématiques? Alors, on est loueur de matériel, donc c'est déjà un bon levier pour limiter les émissions de CO2, hein, puisqu'on va mutualiser le matériel. Comme je vous le disais, le matériel, c'est un impact vraiment important, donc c'est peut-être ce qui est plus visible de nos clients et c'est ce qui les importe le plus. Donc, dans un premier temps, on a développé une gamme dédiée de matériel bas carbone, la gamme Impact, qui vient du coup effectivement accompagner nos clients sur la transition énergétique. Mais la solution est incomplète, donc on se doit aussi d'aller travailler sur ce poste d'émission directe qui est le transport. Donc, pour travailler sur ce poste transport, il y a plusieurs solutions et ça fait vraiment écho avec ce que disait Clément juste avant. La première chose, c'est effectivement, alors plus nous, il faut bien comprendre que plus on livre, mieux c'est. Ça évite à nos clients de faire 2 allers-retours pour venir chercher le matériel, le ramener sur le chantier, revenir le déposer et le ramener. Donc déjà, c'est développer la partie transport, en faisant que le transport, donc ça c'est une première priorité, mais c'est surtout derrière optimiser le transport. Donc optimiser le transport, c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer. C'est effectivement optimiser le chargement des poids lourds, c'est optimiser les tournées pour gagner des kilomètres. Et puis derrière aussi, on parlait un peu d'éco-conduite tout à l'heure, ou de conduite qui évolue, c'est effectivement travailler sur cette consommation plus limitée de carburant ou d'électricité. Donc il y a vraiment ce deuxième pan qui est vraiment limité et optimiser l'utilisation du transport. Mais ce qui va nous permettre aussi d'accélérer vraiment sur la baisse des émissions, c'est de travailler sur des énergies alternatives. Donc nous, on a commencé avec le gaz il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on a à peu près 30 poids lourds au gaz. Donc c'est plutôt pas mal pour la santé, pour pouvoir aussi alimenter les chantiers en ZFE. Donc là, on va limiter plutôt les particules fines, on va limiter les NOx et puis surtout mais aussi le bruit. Donc ça, c'était le premier levier. Comme on le disait le précédent intervenant, on a regardé toutes les solutions autour de l'hydrogène, mais on n'a pas non plus trouvé aujourd'hui de solution qui soit disponible, mais on continue à regarder puisqu'on est sûr que ça va faire partie du mix. On pourrait parler de rétrofit. On le fait sur nos matériels, on est en train de tester, on a des pilotes sur des rétrofits de matériel, je pense que sur le transport, ça pourrait venir. Mais effectivement, là, on accélère et là, on est très content de pouvoir concrétiser une démarche de partenariat, c'est sur la partie électrique, qui là va nous permettre vraiment de baisser considérablement aussi les émissions de CO2. Et donc là, ça va nous permettre d'avoir une offre globale avec du matériel bas carbone et avec un transport moins émissif aussi. Et est-ce que, Audrey, les poids lourds électriques qui vont être déployés pourront faire les mêmes tournées que les véhicules thermiques? Ou est-ce que vous allez devoir ajuster vos process? Alors, aujourd'hui, pour ce véhicule-là, je vais vous répondre oui et non. On est au tout début de l'histoire, on est en mode pilote et ce camion va pouvoir nous permettre de livrer sur les tournées. Donc nous, on reste sur des tournées assez limitées géographiquement, va nous permettre de faire les tournées sur l'Île-de-France. Donc des tournées qui font à peu près 200 kilomètres, chargées avec, on va dire, l'équivalent à peu près de 3 grosses pelles sur le camion. Donc là, oui, ça va permettre de tenir la journée de tournée. Si par contre, je me retrouve dans une région avec beaucoup plus de kilomètres sur les tournées, du dénivelé et du chaud et du froid, là, ça va être pour l'instant encore un peu limité. Mais encore une fois, on est au début de la technologie, oui. On est sûr que ça va arriver très prochainement. La charge utile est la même, hein? Oui, c'est ça. C'est l'équivalent de 3 pelleteuses. On a 17. Oui, c'est ça. Comment le côté financier a-t-il été appréhendé? On a vu que avec Clément, qu'on était sur un surcoût d'environ 15%. Et de votre côté, chez Kiloutou? Alors, aujourd'hui, c'est un pilote. Il coûte à peu près 2,5 fois plus cher à l'achat, ce camion. Donc, c'est un effort financier pour le démarrage. Évidemment, on va gagner derrière sur le carburant. Évidemment, les prix des camions vont baisser. Donc, économiquement, aujourd'hui, pour les pilotes, c'est un effort. Mais on pense vraiment que l'équilibre va se faire à court terme, voire à moyen terme. L'équilibre économique. Est-ce que la question, elle va se poser aussi pour les véhicules légers au sein de Kiloutou ou pas?
Oui, alors en poids lourd, on en a à peu près 400, ce qui représente du coup effectivement les émissions que j'ai énoncées. On a 250 véhicules utilitaires aujourd'hui. Donc l'électrification de ces véhicules, elle va être aussi importante, alors un peu moins impactante, mais très importante. On a rentré aussi sur cette première année un nouvel utilitaire électrique. Donc oui, ça va s'inviter vraiment aussi à cette transition électrique. Audrey, et également pour vous, Clément, comment vous envisagez le rechargement? Alors, tout à l'heure, on a parlé, alors, en Suisse, on a peut-être moins de kilomètres à faire, mais il y en a quand même à faire. En plus, il y a du dénivelé par endroit. L'hiver, il fait froid. Alors, Clément, peut-être en premier, comment vous voulez envisager ce rechargement des véhicules? Encore une fois, nous, on a travaillé avec notre client pour pouvoir faire le plein chez le client. Donc, on a installé une borne chez le client. Et puis, ce qu'on remarque quand même, c'est que on va installer prochainement des bornes un peu forte capacité chez nous. Et je pense qu'on va s'acheminer aussi vers un réseau un peu privé entre transporteurs, puisqu'il y a plusieurs transporteurs qui partent sur cette technologie en Suisse. Donc, le maillage, en fait, il est en train de se faire de deux manières. D'abord, les stations que tout le monde utilise, et puis d'une autre part, peut-être des stations privées avec des grosses puissances. Ouais, très spécifique. Très spécifiques. Et vous, chez Kiouloutou, comment vous le prévoyez, ce rechargement? Alors, nos camions, nos poids lourds font des tournées, donc ils partent d'un point d'une agence et ils reviennent à la même agence le soir. Donc, on va équiper ces agences-là de points de recharge, donc c'est assez facilitant. Mais effectivement, comme le disait Clément, on va avoir aussi l'occasion de tester des bornes avec des recharges plus rapides, plus efficaces. Et on envisage aussi à moyen terme de pouvoir recharger sur les chantiers quand ils seront équipés pour les plus gros chantiers, avec effectivement une volonté d'équiper sur ces chantiers de chargeurs qui soient assez efficaces. Donc ça sera d'abord chez nous et pourquoi pas demain sur les chantiers. Je me tourne vers vous, Laurent Chognard, donc président de la société Quadrative. On a parlé des véhicules natifs électriques avec Audrey et Clément. Il y a aussi le rétrofit, c'est une solution et c'est ce que vous proposez chez Quadrative. Ouais, tout à fait. Donc après une première expérience, moi, dans un centre d'essai véhicule qui s'est mis à la transformation de véhicules diesel à l'électrique, j'ai décidé il y a 1 an de créer Quadrative et de l'orienter vraiment vers l'électrification de véhicules. Alors, je vais être plutôt orienté moi à l'électrification de véhicules lourds, donc 3,5 tonnes et au-delà, sachant qu'il existe d'autres sociétés qui s'orientent vers l'électrification de véhicules légers, dans le rétrofit de la voiture particulière. Et aujourd'hui, Quadrative est au début de son histoire. On est actif donc sur de l'adaptation souvent de fonctions embarquées sur des véhicules lourds, que ce soit de l'accès en hauteur, que ce soit du levage. Donc on va électrifier les fonctions embarquées. On peut aussi envisager l'électrification complète du véhicule lorsque il y a une pertinence économique et un besoin qui correspond à cette transformation. Est-ce que ça concerne toutes les parties du véhicule, l'électrification, ou plutôt certains éléments? Tout à l'heure, on en a parlé sur des grues, oui, où c'était plutôt sur les fonctionnalités de la grue plutôt que sur la mobilité. Voilà. En fait, l'approche rétrofit a l'avantage de pouvoir vraiment proposer une solution sur mesure par rapport à un usage. On va même dimensionner la solution réellement par rapport aux besoins de l'utilisateur, ce qui va permettre de faire le choix avec le client d'électrifier en partie ou complètement le véhicule. Et en effet, moi j'ai fait le choix sur un premier prototype d'électrifier uniquement la nacelle en profitant sur une application où on pourrait se recharger chez le client. J'ai un autre client qui m'a sollicité qui fait de la toiture, qui est couvreur, et lui aussi laisse son véhicule pendant de longues périodes immobilisé chez son client. Dans son cas, l'intérêt est vraiment d'électrifier la partie levage et pas forcément la partie propulsion. Donc, en fonction du besoin, là, je vois sur ce besoin-là, on était sur la propulsion, mais c'est pas toujours le cas pour le rétrofit. Donc, quelque part, tous les véhicules sont éligibles au rétrofit? Alors, je dirais la grosse difficulté, c'est comme pour tout véhicule électrique, c'est de quelle quantité d'énergie je vais avoir besoin pour ma mission. Et la plupart des engins, même que ce soit véhicules routiers, non routiers, je travaille également sur du transport fluvial, tous les engins vont avoir besoin d'un certain volume d'énergie pour leur mission, une certaine quantité d'énergie. Et en fait,
je dirais, les véhicules qui ont besoin de beaucoup d'énergie sans avoir à proximité la possibilité d'avitaillement d'énergie seront peut-être plus difficiles à passer en électrique ou en hydrogène. On a évoqué parfois les dameuses, par exemple. C'est un véhicule qui me paraît compliqué d'électrifier, ou même de passer à l'hydrogène, du fait de sa mission qui est en montagne, qui est très consommatrice d'énergie et pas forcément facile à réapprovisionner en hydrogène ou en électrique. Donc je dirais que c'est un compromis, encore une fois, entre la disponibilité de la ressource pour remplir le véhicule. On parlait de charge rapide, mais ça peut être aussi la disponibilité d'une station hydrogène. Oui. Donc en fonction de l'écosystème dans lequel évolue le véhicule, le rétrofit va permettre d'adapter la solution. Il y a d'autres bénéfices au rétrofit, le fait qu'on ne reconstruise pas finalement le véhicule. On baisse notre impact carbone. Voilà, en impact carbone, c'est même encore meilleur qu'un véhicule neuf, puisqu'on va prolonger la vie d'un véhicule. L'avantage du rétrofit, ça permet aussi peut-être de commencer à exploiter aujourd'hui un véhicule électrique à un coût plus maîtrisé, puisque généralement le coût du rétrofit est à peu près le coût du véhicule thermique neuf, en général. Donc ça veut dire que ça fait un investissement un peu moindre et qui permet de prolonger la vie du véhicule pendant une dizaine d'années, souvent 10 à 15 ans. Et on sait très bien que les constructeurs qui aujourd'hui travaillent très fort sur leurs véhicules, en 10 ou 15 ans, auront vraiment fait avancer leur technologie, probablement beaucoup baissé les coûts. Donc les deux solutions sont complémentaires entre les constructeurs qui amènent des véhicules aujourd'hui qui sont encore pas forcément très accessibles, mais intéressants pour les gens qui veulent la garantie constructeur et le partenariat avec des gros constructeurs. Mais peut-être aussi attendre la prochaine génération qui, elle, bénéficiera de toutes les avancées technologiques. Alors comment on fait si on veut augmenter notre autonomie parce qu'on va être limité rapidement par le poids des batteries et l'encombrement. Oui. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent disponibles? Alors aujourd'hui, on a parlé un petit peu d'hydrogène autour de la table. Moi, je travaille actuellement sur des véhicules qui seraient déjà électrifiés sur un prolongateur d'autonomie hydrogène qui permet, avec une assez faible masse embarquée et un volume pas trop conséquent sur le véhicule, de doubler l'autonomie d'origine du véhicule. Bien sûr, ça suppose de mettre en parallèle de ça une distribution d'hydrogène autour de l'écosystème du véhicule. C'est pour ça que, encore une fois, les deux vont de pair. Et personnellement, je travaille en ce moment à la fois la solution de prolongateur autonomie qui soit le plus accessible possible et le moins invasif possible, et la solution qui va pouvoir profiter des développements des stations hydrogènes qui vont voir le jour dans les 2 années qui viennent. Il va y en avoir énormément de construites grâce au soutien de l'ADEME, grâce à toutes les initiatives du gouvernement. Beaucoup de production hydrogène orientée mobilité lourde. Ce maillage du territoire va permettre de développer, je pense, des écosystèmes régionaux où on va pouvoir déployer dans un rayon de 100 km autour de ces stations des usages complémentaires. Aujourd'hui, vous avez déjà des clients ou des prototypes sur lesquels vous avez fait des rétrofits, un camion, bus, autocar, je sais. Alors aujourd'hui, j'ai participé à un projet où on a intégré sur le poids lourd un système électrifié. Je travaille actuellement sur un bateau qui va proposer une propulsion hybride diesel-électrique, et je travaille en parallèle sur un prototype de nacelle sur le plateau 3,5 tonnes, justement pour voir un petit peu comment le système s'interface avec le système du constructeur d'origine. Bien sûr, là, on peut avoir les difficultés techniques d'intégration dans le véhicule. Ouais, ça me permet de rebondir sur le constructeur. Est-ce que le cadre réglementaire actuel permet de s'affranchir de l'aval du constructeur pour faire du rétrofit? Comment ça se passe pour le client? Alors aujourd'hui, moi je distinguerais la partie mobilité routière et la mobilité off-road. Mobilité routière, il y a en effet un cadre réglementaire qui permet aujourd'hui de s'affranchir de l'accord du constructeur. Là où j'étais avant, et je pense de façon générale, travailler en bonne intelligence avec le constructeur est la meilleure façon d'avancer. Je pense pas qu'il y ait concurrence entre les deux solutions. Les deux permettent aux utilisateurs de tester des solutions et la collaboration avec le constructeur est vraiment souhaitable. Maintenant, en cas de désaccord ou de manque d'intérêt du constructeur, légalement sur le véhicule routier, le rétrofiteur peut se passer de l'aval du constructeur et travailler simplement à l'homologation de sa solution avec les autorités compétentes. Sur la partie off-road,
on est dans un autre cadre réglementaire. Je crois vous l'avez évoqué ce matin. Oui. On est plutôt du domaine de la machine là, et plus trop du véhicule routier. Donc là, on a plutôt un cadre réglementaire défini, et là, on est plus sur la sécurité machine, et l'interface avec le constructeur peut être intéressante parce qu'on va quand même interagir avec ces systèmes, mais on peut là aussi s'en affranchir. Voilà. Clément, du coup, je me tourne vers vous parce que et même Audrey, si vous êtes toujours là, est-ce que le rétrofit, ça a été une solution envisagée ou écartée ou qui convenait pas forcément? Alors peut-être à votre client, comme tout à l'heure. Bon, nous, le camion, il est arrivé avec, il est sorti des usines Volvo avec un moteur à l'intérieur. Il est arrivé par la route en moteur diesel chez Designwerk, qu'il a rétrofité alors qu'il était neuf. Moi, je suis vraiment pas contre le rétrofit. Au contraire, je pense que c'est vraiment une super idée. Souvent, c'est pas la superstructure ou c'est pas le châssis qui est en bout de course, mais plutôt le moteur notamment et la boîte à vitesse. Mais du coup, pourquoi pas? Moi, je suis assez preneur de ce genre d'idée. On a réfléchi, en fait, pour être très franc avec vous, on a aussi réfléchi à électrifier un camion grue qui a justement une autogrue, enfin qui a une grue, pardon, sur le camion qui a une certaine valeur, un châssis qui a une certaine valeur, et donc du coup il était un peu en bout de course au niveau moteur, et on s'est demandé si on allait l'électrifier ou pas. Pour l'instant, on n'avait pas trouvé exactement le partenaire qu'il nous fallait pour le faire. D'accord. Audrey, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors le rétrofit, oui, je pense que le rétrofit, ça fait aussi partie des solutions. On les a envisagées. C'est peut-être effectivement un petit peu plus complexe à mener comme projet, mais intéressant. Donc vraiment à creuser, pareil, assez prochainement. D'accord. Philippe de Montex, donc délégué régional à la FNTR. Comment, au sein de la fédération, vos adhérents se mobilisent autour de la décarbonation de leur transport? Le sujet n'est pas nouveau. On a travaillé depuis à peu près 2008 sur des chartes d'engagement, sur des labels pour diminuer les consommations en fait de CO2. Oui. Donc c'est un mécanisme que l'on connaît depuis longue date, de longue date, qui aujourd'hui s'amplifie par les nouvelles énergies. Donc on a une feuille de route de carbonation qui est sortie extrêmement récemment. Donc le gouvernement a fait plancher à la fois les constructeurs, les énergéticiens, les transporteurs sur une solution à venir. La synthèse, elle est là. On devrait, dans le second semestre de l'année, voir apparaître tout au moins la loi d'orientation sur la transition énergétique. Maintenant, aujourd'hui, un simple rappel, les 80% des marchandises transportées le sont en moins de 150 km, d'une façon générale. Donc, la décarbonation, elle est effectivement pour tous, avec des usages qui sont différents entre le type d'activité que vous allez avoir. Enfin, on a parlé de transport exceptionnel, on a parlé de le dernier kilomètre. On pourra parler tout à l'heure des ZFE. Ouais. Donc, à chaque utilisation, il va peut-être falloir trouver une énergie, en sachant que l'électrification, pour nous, en est une, mais on ne pense pas que ce soit la seule. Alors, il y aura un pas de temps qui est à trouver également par rapport à ces nouvelles énergies, et de voir demain peut-être un mix énergétique apparaître. Alors, les ZFE, on peut en parler tout de suite. Comment vous mettez en place en fait l'ordre de bataille pour pouvoir continuer d'approvisionner les zones à faible émission qui vont être de plus en plus nombreuses dès 2024? Alors, le gouvernement a repris également un peu cette feuille de route puisque, si l'idée est bonne, dans la pratique, on voit émerger en fait un certain nombre de ZFE avec des contraintes qui sont différentes d'une ville à l'autre. On peut pas imaginer, quand on est transporteur, d'avoir un type de véhicule pour un type de ville. Donc, il y a une reprise en route par le gouvernement en essayant d'avoir une certaine homogénéité de ces ZFE. Pour autant, ça n'est pas simplement que le dernier kilomètre qu'il faut voir. C'est toute la logistique urbaine qui va à côté. Donc, est-ce qu'il faut construire des plateformes à proximité des zones? Est-ce qu'il faut avoir de nouveau une rupture de charge qui va forcément alourdir? Alors, on a un peu le paradoxe, c'est que, le citoyen aujourd'hui commande sur Internet à 18h, veut être livré le lendemain avant midi.
sans voir aucun véhicule circuler devant chez lui. Donc là, on a un peu le paradoxe entre le citoyen et le consommateur. Mais voilà. Vos adhérents, ils ont vraiment pris conscience de leur changement. Alors, Monsieur Frédérici, enfin, Clément, vous êtes pas forcément à la Fédération nationale du transport routier avec Philippe, mais est-ce que la filière, de manière globale, je vous pose la question à tous les deux, a vraiment pris conscience? Alors vous, oui, clairement. En plus, votre client, il vous a vraiment challengé. Mais sans le client, est-ce que quelque part vous le feriez? Bon, moi, c'est rare que je fasse quelque chose sans le client. J'entends. Ah oui. Non, mais c'est Ouais. le client. C'est vrai que ça nous a motivés. Et puis j'étais très loin de penser qu'on serait dans l'électrique aussi vite, en fait. Donc, à partir du moment où le client nous a demandé quelque chose, on s'est donné à fond pour lui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en Suisse, on a un système assez particulier avec une taxe au kilomètre qui est très onéreuse. On paye à peu près 1 franc le kilomètre parcouru pour un 40 tonnes. Donc, quand vous êtes exonéré de cette taxe avec un camion électrique ou hydrogène, ça motive un petit peu quand vous faites 100 000 kilomètres par année. Ça permet des amortissements aussi différents. Donc, on est conscient qu'il y a les aides un petit peu de l'État qui nous permettent de rouler. Et puis, je crois que tout le monde dans les transporteurs voit que quand même les clients et les appels d'offres viennent avec des notions environnementales assez fortes et disons une pondération dans l'adjudication qui est assez forte. Donc il faut s'y mettre. Hein. En France, on a cette taxe aussi qui est supprimée si on a un véhicule électrique ou à hydrogène, en tout cas zéro émission. Alors, on a des économies qui peuvent être faites sur les cartes grises, voilà. Et là, une nouvelle fois, c'est aussi en fonction des régions. Donc, bon, le système est peut-être un petit peu plus compliqué que sur la Suisse. Néanmoins, il faut imaginer qu'il faut avoir un suramortissement, comme on peut peut-être l'avoir aujourd'hui, pour aider les entreprises. Enfin, si on devait changer l'intégralité du parc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des sommes colossales. Donc, le choix de l'énergie est une chose, le choix également de la disponibilité en énergie en est une autre. Le choix des constructeurs, puisque, enfin, c'est aussi une grande question que l'on a à se poser. Et c'est un peu ce mix-là qu'il faut regarder pour qu'on puisse demain faire un choix éclairé sur une énergie. En tout cas, le soutien financier aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant pour les entreprises en France pour pousser. À aujourd'hui, effectivement, enfin la profession demande à être accompagnée puisque cette transition-là, elle ne peut pas se faire économiquement, tout au moins au regard des résultats des entreprises. Elle ne peut pas se faire simplement que sur le monde de l'entreprise, même si on sait que demain, le transport sera forcément plus cher. Ce qui doit être compliqué pour la filière, en tout cas pour tous les adhérents, c'est tous les transporteurs, c'est le choix de la technologie. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes parti là sur l'électrique, vous êtes ouvert à d'autres technologies, mais c'est un risque aussi important pour les transporteurs de se dire on part avec cette technologie, on investit dans un maillage. Enfin, c'est des choix qui sont assez sensibles quand même. C'est ça. Je vais dire le parc de véhicules aujourd'hui est renouvelé en fonction des entreprises entre 4 et 8 ans, par exemple. Donc le choix que vous faites aujourd'hui, il va se reporter d'ici 8 ans avec des ZFE qui vont arriver entre-temps. Donc il faut comprendre que ce choix-là, aujourd'hui, il doit être, comme je le disais, éclairé par rapport à l'énergie que l'on va avoir. Alors aujourd'hui, cette feuille de route décarbonation va peut-être flécher un type d'énergie sur un type d'activité. Est-ce que le gaz doit aller plus au bâtiment ou est-ce que le gaz également, alors le biogaz issu de la biomasse devrait aller peut-être plus sur la partie véhicule lourd. Voilà, il y a vraiment des enjeux sur lesquels je pense qu'on est aux confins des décisions et il va falloir se projeter. Le biocarburant, c'est un sujet traité ou en majorité sur vos... Alors, biocarburant, enfin, on peut parler du B100, on peut parler du HVO, on peut parler d'autres énergies. On pense aujourd'hui que c'est une énergie à la fois de substitution parce qu'elle est mature, et les véhicules sont là. Enfin voilà, on n'a pas besoin de très gros investissements, sauf peut-être un coût de maintenance qui est supérieur.
et ça va peut-être nous permettre de passer à une autre énergie. Audrey Miclar, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, si vous êtes toujours avec nous? Alors, je suis toujours avec vous. Non, je pense que c'est très complet. Je vais rejoindre effectivement les dernières paroles qui sont de se dire qu'effectivement le biocarburant, ça peut être quelque chose qui nous permet la transition et aussi que effectivement le mix sera divers, ce qui rend le métier aujourd'hui alors passionnant, mais quand même assez complexe, hein, puisqu'il va falloir jouer avec du thermique via biocarburant potentiellement, de l'électrique, de l'hydrogène, peut-être des technologies aussi de rétrofit pour permettre cette transition. Donc, l'avenir est plutôt pluriel. Donc, de gros challenges. Laurent, Oui. vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, pour le mot de la fin, je dirais simplement qu'on vit une transition qui est vraiment passionnante techniquement, qui est, je pense, complexe à gérer pour les professionnels du transport et des gens qui ont des parcs véhicules. Je peux comprendre la difficulté. Maintenant, l'enjeu est vraiment primordial à la fois pour l'image de l'entreprise, pour les jeunes générations qui vont rejoindre les rangs de l'entreprise. Je pense qu'il y a cette conscience qui est là maintenant. Et on peut développer des solutions vraiment intéressantes. Alors ça, c'est le technicien qui parle. Mais qui peuvent être probablement aussi économiquement viables pour les exploitants. En travaillant main dans la main entre le client, les constructeurs qui développent des choses gros volumes et des solutions plus personnalisées sur des usages un peu complexes. Oui, finalement, avant de rejoindre un stand avec Gaston, c'est de se dire, dans ce qu'on a pu échanger, c'est que c'est une question de survie pour la planète, évidemment, mais c'est aussi une question de survie pour le business, pour l'économie, pour continuer à travailler, parce que c'est aussi un élément vraiment différenciant et on n'a pas le choix. Ouais, tout à fait. Moi, j'aimerais pas être le dernier à avoir des chevaux ou bien être le dernier forgeron. C'est ça, exactement. Mais bon, voilà, c'est... Merci. Je vous propose tout de suite de retrouver Gaston dans les allées sur un stand, le stand de la société Spearings. On vous écoute, on vous voit. Merci Marion, bonjour à tous. Je suis effectivement dans les allées des JDL et nous sommes sur le stand de chez Spearing en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour. Alors, nous allons pouvoir parler de City Boy. City Boy, c'est la première fois en France. Absolument, elle vient directement de Hollande pour ce salon. C'est la première fois qu'elle vient le présenter en France et c'est une machine qu'on va vous présenter aujourd'hui sur le salon. Alors justement, on va aller un petit peu plus loin sur l'explication. Ce n'est pas un prototype, il y a déjà des exemplaires de livrets, on peut commander. C'est un exemplaire qui, alors là, il est tout neuf bien entendu, mais ça tourne déjà. On a de machines de ce type-là, qui ont été principalement vendues dans la Hollande. Et aujourd'hui, on ouvre la distribution sur l'ensemble du territoire européen avec des possibilités de les commercialiser déjà en France, avec déjà quelques machines vendues en France. Alors, d'excellents retours clients. Et puis, c'est destiné à quel type de chantier concrètement aujourd'hui ? Alors, cette machine a deux spécificités. La première, c'est que on a la possibilité de se déplacer en électrique. Donc, elle a exclusivement un moteur électrique pour se déplacer et du coup de pouvoir attaquer des centres-villes dans des ZFE, des zones à faible émission, et de travailler bien sûr en électrique déjà. Et surtout, la deuxième caractéristique, c'est qu'elle permet aussi, grâce à sa compacité, puisqu'elle fait que 2,50 m de large, de rentrer dans des endroits où d'autres véhicules ne peuvent pas rentrer. Alors, du coup, première fois en France, une véritable nouveauté adaptée aux ZFE. Vous devez voir beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de monde. On a eu une belle journée hier, une belle journée aujourd'hui aussi, même si la météo nous prévoit quelques surprises, mais sinon c'est très sympa. On a beaucoup de visites, c'est très agréable. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup David. Merci de nous avoir accueillis donc sur le stand de chez Spearing. À vous le plateau, à vous Marion. Merci. Merci Gaston. Et puis, je remercie nos invités. Je vous remercie aussi Audrey Miclar de la société Kiloutou qui était avec nous à distance. Et puis, moi, je vous retrouve à 16h pour un prochain plateau. Et on abordera la thématique du biocarburant, HVO, B100. Voilà. Et ça nous permettra de faire le tour d'horizon de tous ces biocarburants. Je vous dis à tout à l'heure. Merci.